Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, j'accueille mes débatteurs de la première heure. Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stéphanie. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Bien, Jules. bonsoir. On parle évidemment de la mort de Quentin Derenque. On a suivi avec attention la marche d'hommage hier à Lyon. Eh bien, ce meurtre, il n'y a pas d'autre mot, a des répercussions sur les relations franco-italiennes. Passe d'armes cette semaine entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Bonsoir Vincenzo Sofo. Bonsoir à tous. Vous êtes ancien député européen Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Alors, il n'y a pas qu'au rugby, pardon de vous rappeler que cet après-midi, on vous a battu au rugby. Ça, c'est pas bien de vous accueillir comme ça, mais oui, je ne pouvais pas m'en empêcher. Très mal. Ben oui. En tout cas, le président français n'a pas du tout apprécié que Giorgia Meloni réagisse à la mort de Quentin Derenque. Que chacun reste chez soi, a dit Emmanuel Macron, et les moutons seront bien gardés. Alors, pour rester dans le lexique animalier, c'est une manière claire de vous envoyer paître. Oui, c'est évident, mais c'est très étonnant et incompréhensible parce que déjà, ça montre qu'il y a un manque de connaissance de l'histoire italienne. Parce que, en fait, nous, on connaît beaucoup plus que vous la violence politique, le terrorisme. On a eu des centaines de morts dans les années 70 et 80. Donc, c'est normal que ça nous choque particulièrement et surtout quand ça s'agit de la France parce que beaucoup des auteurs de ces meurtres dans les années 70-80 se sont cachés justement en France et protégés par la doctrine Mitterrand. Donc on a quand même déjà un petit sujet entre Italie et France à propos de ça. Et Emmanuel Macron devrait les savoir très bien parce qu'en 2021, il s'était engagé auprès de l'alors Premier ministre Mario Draghi italien à accorder l'extradition des 10 terroristes ex-brigade rouge. Et sauf que finalement, ils ne sont jamais arrivés en Italie. Apparemment, c'est la magistrature française qui a bloqué, on ne sait pas, mais finalement, on ne les a jamais vus. Par contre, moi, je vous dis une chose, moi, je pense que c'est un prétexte. Et je vous l'ai dit, là, on voit, c'est l'info d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est un prétexte ? Cette polémique avec l'Italie sur l'affaire Quentin. Et il y a deux éléments qui me font penser à ça. Déjà, il y a eu aujourd'hui l'annulation de la présence de Lecornu, le Premier ministre français, à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques en Italie. Oui. Et ça, c'est assez bizarre et significatif parce qu'en plus, le prochain pays où il y aura les Jeux Olympiques, c'est justement la France. Donc, normalement, tu as aussi le passage du flambeau olympique de l'Italie à la France. Donc, ça m'apparaît bizarre que on plie la diplomatie, que c'est quand même quelque chose d'assez important et structuré avec des conséquences énormes, à une polémique qui est honnêtement assez absurde, celle pour un poste de Meloni. Sauf que, si vous pensez, il y avait déjà eu les manques de la présence de Macron à la cérémonie d'ouverture. Donc ça veut dire, en fait, qu'est-ce qui me fait penser ça ? Que peut-être qu'il y a une séquence qui est un peu étudiée pour créer, alimenter et montrer un conflit entre la France et l'Italie. Et après, on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aussi avec les États-Unis. Mais quelle serait l'arrière-pensée d'Emmanuel Macron pour monter un conflit avec l'Italie ? C'est à lui de les demander. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'évidemment, on parle dans ces périodes d'un protagonisme de l'Italie au niveau des relations internationales européennes, alors que, objectivement, la France a quand même un peu en difficulté. Et on parle d'un rapprochement entre l'Italie et l'Allemagne. Et là, au détriment de la narration, du récit de la couple franco-allemande. Donc, peut-être que ça, c'est un élément. Donc, il y a une espèce un peu d'énervement pour des équilibres européens qui sont en train d'échanger. Mais je veux vous dire, en fait, l'Italie et Meloni fait son travail. Donc, il fait les intérêts italiens. Et elle a d'ailleurs des résultats. Alors, Vincenzo Sofo, c'est vrai qu'il y a aussi une différence probable de valeur de plus en plus criante entre la France et l'Italie. Je vous propose d'écouter, c'est assez intéressant, tendez l'oreille, Jean-Noël Barrot ce matin sur France Inter. En l'occurrence, il interpellait les États-Unis, mais pas que. Je crois que l'incident est clos. Ce que nous demandons simplement à nos partenaires et à nos amis, c'est de respecter un principe auquel nous nous tenons, pas d'ingérence dans nos affaires, et singulièrement pas dans un drame qui, une nouvelle fois, je le répète, touche d'abord la communauté nationale.
nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française. À des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent. Donc la première phrase de Jean-Noël Barrot, c'était destiné à vous, Italiens, pas d'ingérence. La deuxième, plutôt aux États-Unis, mais quand il parle d'international réactionnaire, on se doute qu'il pense aussi aux Italiens. Oui, mais déjà, votre ministre, je pense qu'il a un manque de mémoire, parce qu'en fait, si on doit faire un historique des ingérences, on peut parler des ingérences que la France et le gouvernement français a fait à plusieurs reprises sur l'Italie, notamment le lendemain de l'élection de Giorgia Meloni, où on a quand même des déclarations assez maladroite et bizarre dans les cadres diplomatiques des membres du gouvernement français qui disent on va veiller sur l'Italie, sur le respect de l'état de droit et sur les politiques. Exactement, en plus, et aussi les ministres des Affaires européennes de l'époque. Et en rentrant sur des détails des politiques, par exemple antérieures, comme l'avortement, les politiques migratoires, un truc que l'Italie s'est jamais permis de faire. Et on a eu ça à plusieurs reprises. Après, je vous dis une autre chose. Il parle de l'international réactionnaire. Moi, la seule internationale que je vois dans ces moments qui nous pose un problème et qui concerne nous aussi, c'est l'international de la violence antifa. Oui. Parce que, désolé, mais moi, je veux bien dire que c'est une affaire qui est seulement française. Mais quand on découvre que les membres de la Jeune Garde se baladent en Italie, que Raphaël Arnaud, il est présent en Italie à plusieurs reprises, toujours dans des manifestations antifa, quand on découvre, donc il y a même une enquête, parce qu'il y a au début janvier la présence des gens de la Jeune Garde et aussi de Raphaël Arnaud dans une manifestation antifa. Ça, c'était avéré. Et à côté, ça c'est avéré, parce qu'il y a aussi les photos qui ont mis sur les réseaux sociaux. Et à côté, la veille de cette manifestation, il y a eu une agression à des militants de Fratelli Italia, donc des jeunes de Fratelli Italia. Je ne dis pas qu'il y a forcément un lien, peut-être qu'il y a, c'est simplement une coïncidence. Vous interrogez, et d'ailleurs vous demandez une enquête. Oui, il y a une enquête déjà en cours, parce qu'il y a des témoignages en plus qui disent, de ceux qui sont fait agresser, qu'ils n'étaient pas tous italiens. Après, ça peut vouloir rien dire. Par contre, ce qui est avéré, c'est qu'il y a des liens entre les antifas français et les antifas italiennes, et notamment entre la Jeune Garde et des organisations italiennes. Donc, désolé, ce n'est pas une affaire seulement française. Si on découvre que ces mouvements-là sont capables d'arriver jusqu'au meurtre d'une personne, et si on sait que les mêmes organisations sont opérationnelles aussi en Italie. Vous, clairement, pour qu'on comprenne bien, Vincenzo Sofo, vous craignez et vous soupçonnez des liens, des réseaux antifa structurés à l'échelle européenne. Ah oui, moi c'est ça, je ne les soupçonne pas, parce que c'est assez clair aussi, parce que ça suffit de regarder. Il y a une interview sur les JDD d'un député italien qui explique ça, les boucles Telegram, il y a clairement une action coordonnée, structurée, organisée au niveau international. Nous, vous savez, on a un cas similaire à celui de Raphaël Arnaud. Il y a une députée européenne, une femme italienne, en plus élue dans les partis alliés à LFI à Bruxelles, qui était déjà condamnée par différents faits et qui est devenue connue et célèbre en Italie. Pourquoi ? Parce qu'elle a été accusée d'avoir participé à un commando qui a fait une expédition punitive pour agresser de façon brutale un militant de droite en Hongrie. Donc, l'Hongrie procède avec l'accusation pour la mettre à procès, et les partis de gauche alliés à LFI, qu'est-ce qu'il fait ? Il la présente, il la fait élire au Parlement européen, et donc elle est dotée maintenant d'immunité parlementaire. Il ne peut pas être, donc il ne peut pas y avoir de procès en Hongrie. Comprenez qu'il y a quelque chose qui est quand même sur laquelle il faut enquêter. Moi, je demande seulement ça, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une coopération entre la France et l'Italie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'enquête conjointe. Mais surtout, j'aimerais bien entendre quand même les gouvernements français, plutôt que faire la polémique avec les gouvernements italiens, dire vous savez quoi, on va coopérer, on va comprendre si effectivement il y a une internationale.
Moi, je pense que c'est quand même assez évident, mais comprendre jusqu'à où cet international a envie d'aller. Oui, S'il y a des projets violents, s'il y a des projets de déstabilisation de l'ordre et de la sécurité sociale, c'est ça qui m'intéresse. Après, chacun peut, représenter ses idées, ses opinions. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, même si c'est l'extrême gauche. Ça ne me pose aucun problème. Si ça ne touche pas, justement, à la sécurité des gens. Jules Torres. Oui, c'est vrai que la réaction d'Emmanuel Macron a été un petit peu surréaliste dans le sens où le poste de Giorgia Meloni était quand même pas un poste très offensif. Elle se lamentait juste d'un jeune mort, d'un jeune de 15 ans, mais elle disait certainement pas c'est la faute de l'État français, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Est-ce que derrière ça, vous ne voyez pas non plus un aveu de faiblesse d'un Emmanuel Macron à qui il reste 14 mois de pouvoir, un pouvoir où il n'a quasiment plus de pouvoir, où l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, où lui-même est à 11% de satisfait dans les baromètres, et où Giorgia Meloni, elle, a toute la latitude pour agir en Italie, que son bilan commence à se construire et commence à être bon. Est-ce que vous y voyez une sorte d'aveu de faiblesse ? Moi, je vois surtout une coïncidence qui est la coïncidence des élections. Parce que nous, on aura les élections en 2027, à peu près au même moment que vous. Et c'est évident que la dynamique italienne va influencer la dynamique française et que la dynamique française va influencer la dynamique italienne. Donc c'est pour ça que peut-être il y a aussi une recherche d'un conflit qui est un conflit idéologique, que du coup les gouvernements français aujourd'hui ils cherchent aussi vis-à-vis des États-Unis pour essayer de polariser un peu les positions et se positionner comme la leadership un peu du camp progressiste, anti-réactionnaire ou anti-droite. Voilà, en Europe et dans les camps occidentaux, parce qu'on arrive quand même dans une phase où la politique, en fait, les frontières de la politique sont à peu près brisées. On le voit avec Kentan, mais on le voit avec Charlie Kirk, on le voit avec les débats sur l'ICE américaine. Donc, on est dans un cadre des conflits qui deviennent distribués dans tous les camps occidentaux. Non, moi, j'ai simplement une remarque. Ce qui est étonnant, c'est que quand Donald Trump envoie des tacles à Emmanuel Macron qui sont bien plus puissants que ceux de Giorgia Meloni, parce que Giorgia Meloni, en réalité, n'a même pas taclé Emmanuel Macron, elle a simplement apporté ses condoléances. Oui, et puis il y avait un côté aussi à mettre en garde, exactement, mais Emmanuel Macron ne répond pas à Donald Trump, alors que là, Giorgia Meloni, il lui a répondu comme si elle l'avait attaqué violemment. Donc, ce deux poids, deux mesures, c'est quand même assez étonnant. Comment vous l'expliquez, ça, Vincenzo Sofo ? Je vous l'ai dit, après, moi, je peux avoir des suppositions, mais après, il y a aussi, là, on voit quand même la différence des parcours politiques. En fait, quand Macron fait une polémique comme ça sur Meloni, on voit qu'il ne connaît pas ou il ne comprend pas les parcours de Meloni. En fait, pour Giorgia Meloni, un meurtre, donc un cas comme celui de Kentan, ça lui rappelle quand même son parcours politique, parce que Giorgia Meloni, et ça c'est une grande différence par rapport à Macron, elle est le produit de la politique qui est fait dans la rue. Giorgia Meloni, c'est d'abord les militants des bases qui va faire les collages la nuit, qui va faire les assemblées dans les instituts, qui va distribuer les tracts dans la rue, qui connaît les gens, qui connaît qui subit les violences, qui connaît les gens qui commettent les violences, parce que la violence c'est partout, donc à droite, à gauche, etc., mais qui est très sensible à cette histoire, à ces parcours, parce que nous, on l'a passé, on a eu beaucoup de mal, vous savez, à sortir des années de plomb, nous. On a encore des cicatrices sociales à cause de ça. C'est pour ça qu'il y a là où Raphaël Arnaud était là le début janvier, c'était justement la commémoration des 2 personnes qui se sont fait tuer par un commando d'extrême gauche dans les années 70. Il y en a beaucoup. Moi aussi, j'ai commencé à faire de la politique en découvrant un événement comme celui de Kentan. Donc, ça veut dire un gamin de 17 ans qui s'est fait tuer avec des coups de clés anglais, je ne sais pas comment vous dites, en France, sur la tête, par un commando d'extrême gauche. Donc, pour nous, c'est vraiment des faits qui touchent notre histoire, notre sensibilité politique, nos mémoires collectives. Quand je vous demande comment vous l'expliquez, est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est dans une forme de déni, tout simplement, de cette situation, ou est-ce qu'il craint plutôt, justement, la venue d'un gouvernement plutôt proche de Giorgia Meloni, qui serait peut-être le RN en France aux prochaines élections ? Oui, bon, en tout cas, ce que je comprends bien, c'est que Meloni aujourd'hui représente un modèle, parce qu'elle a montré que la droite peut gagner, et seulement elle peut gagner, parce que nous on est habitués, c'est pas la première fois que ça arrive en Italie, on a de l'avance par rapport à vous. Et avec de bons résultats sur l'économie. Exactement, mais qui peut gouverner, qui peut donner de la stabilité. En fait, si vous imaginez qu'aujourd'hui l'exemple de stabilité en Europe c'est l'Italie, vous imaginez où on est
Enfin, l'Italie, c'était le contraire. Normalement, c'était toujours pris comme l'exemple de l'instabilité. Meloni a réussi à mettre en stabilité pas seulement les comptes, justement, donc l'économie, mais donner une stabilité institutionnelle à l'intérieur du pays. Et il a encore sur l'immigration, sur l'immigration et tout ça, mais même géopolitique énorme. Et donc, je comprends que ça, évidemment, depuis qu'il y a ça en Italie, en France, tout le monde s'est dit, finalement, si ça se passe en Italie, qui est à côté de chez nous, pourquoi ça ne peut pas se passer en France? Et donc, je peux comprendre que, donc, du coup, pour la gauche ou pour ceux qui veulent, empêcher l'arrivée de la droite au pouvoir, essayer d'obstaculer ou de salir l'image de Meloni en Italie, ça sert pour salir l'image d'une droite qui gagne, qui est rassurante, qui peut être vraiment un point de référence institutionnel et politique pour les années à venir. Jules Torres. Oui, mais je me posais une question. Comment l'Italie a réussi ces 30 dernières années à endiguer ce fléau de la violence politique, notamment celle de l'extrême gauche après les années de plomb? Vous disiez qu'il y avait encore certaines cicatrices sociales qui émanaient de ces années de plomb, mais comment l'Italie concrètement a réussi à faire? Parce que c'est vrai que nous, on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de privilège rouge, que les antifas, avec des grands guillemets évidemment, bénéficient de relais médiatiques politiques qui aujourd'hui peuvent paraître étonnants. Donc ça m'intéresse de savoir comment l'Italie a réussi. Déjà, la violence politique et le terrorisme, il faut être honnête, ça n'a pas été seulement des gauches. Bien sûr. C'était des gauches et des droites, voilà. Mais c'était quand même, il faut aussi dire, en période où cette violence était aussi un peu poussée, parce qu'en fait, en connaissant l'histoire, après, on sait que souvent, il y a eu aussi des manœuvres un peu obscures pour justement alimenter ça, et on a beaucoup d'effets pour lesquels on n'a pas encore des réponses judiciaires. Des faits aussi, c'est très efféré. Donc, pourquoi est-ce aussi long, d'ailleurs? Parce que l'histoire est très complexe, et voilà. Et aussi, qu'est-ce qui se passe dans les pays, souvent, c'est aussi beaucoup plus complexe de ce qu'on pense. Mais du coup, on a eu beaucoup de mal à en sortir de ça, et parce que justement, ça crée des cicatrices, ça crée des blessures, ça crée des fractures sociales, idéologiques, et qu'après, récomposer, c'est compliqué. Nous, on a encore beaucoup de commémorations de ces victimes, et il y a beaucoup d'efforts, vous savez, à gauche et à droite, dans les deux camps politiques, pour essayer de faire en sorte que ces commémorations qu'on a encore aujourd'hui, 50 ans après, ça ne soit pas des commémorations qui gardent les divisions et les blessures, mais qui deviennent en fait des commémorations, une mémoire partagée. Donc, par exemple, je vous fais un exemple. Je vous ai fait l'exemple de ces faits de 1975, Sergio Ramelli, qui m'a poussé à m'engager en politique. Pendant des années, c'était hyper compliqué chaque fois qu'il y avait une commémoration de ça. Là, aujourd'hui, on arrive à Milan, parce que c'était passé à Milan, à voir les maires de gauche qui est les premiers à déposer les fleurs en hommage à cette personne-là. Comme tu peux voir des gens de droite qui vont déposer des fleurs sur les morts faits par l'extrême droite et les victimes d'extrême gauche. Vous avez vu, on a eu un maire qui a refusé de mettre une affiche sur la mairie de Cantal-de-Ranque. Pour arriver à ça, et c'est là la leçon que moi je pense que la France devrait prendre de l'Italie, tu dois déjà arriver aux années des plombes, donc avoir des centaines de victimes, et après passer des dizaines d'années, donc 50 ans pour notre cas, pour fermer les blessures. Est-ce que vous avez envie de passer tout ça? Moi, je ne vous souhaite pas ça. Et oui, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci Vincenzo Sofo, ancien député européen Fratelli d'Italia, d'être passé par le studio d'Europe.